Après-demain? Dans 5 ans, 10 ans, 100 ans, 1 milliard d'années? Une seule certitude, la fin du monde arrivera bien. Dans le meilleur des scénarios, elle est prévue dans 4 milliards 500 millions d'années, quand le Soleil en constante extension aura brûlé la Terre. Mais d'ici là, les scénarios apocalyptiques ne manquent pas, tellement nombreux et convaincants qu'on a bien du mal à imaginer que l'humanité se tiendra sagement tranquille pendant plus de 4 milliards d'années, ou qu'aucune catastrophe naturelle n'aura d'ici là raison de notre planète. Collision de la Terre avec un astéroïde ou une comète? Réchauffement climatique? Refroidissement du noyau terrestre entraînant la fin du champ magnétique? Mais aussi pandémie incontrôlable. Terrorisme international? Danger du nucléaire civil? Embrasement général dans un conflit nucléaire mondial? Non, jetons plus. La liste des risques de destruction de la Terre ou de la seule humanité n'incite pas toujours à l'optimisme béat. Parmi les plus grands dangers qu'encourt l'humanité, l'extraordinaire puissance de l'énergie atomique a définitivement changé notre monde depuis cet été 1945 et la première utilisation militaire d'une arme nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki. Aussi, si vous pensez que la dissuasion nucléaire nous met à l'abri de toute utilisation, vous vous trompez. À partir du moment où les opérations sont lancées, il n'y a plus de possibilité d'arrêt. Si vous vous doutez que tous les scénarios catastrophes sont soigneusement étudiés, vous êtes dans le vrai. Une bombe H sur Paris, c'est Paris rayé de la carte, des gens brûlés dans un rayon de 30 km, un effet de souffle, enfin, des dizaines de millions de morts, d'accord? Donc c'est quelque chose d'absolument apocalyptique. Mais si vous croyez qu'on a pensé à tout, vous risquez d'être déçus. Est-ce qu'on a encore le droit, après le 11 septembre 2001, de construire des réacteurs nucléaires qui ne résistent pas à un crash d'avion? Et si le risque nucléaire vous paraît très lointain, vous pourriez bien tomber des nues. Il est évident qu'aujourd'hui, la crédibilité d'une action, c'est plutôt celle de l'attentat terroriste avec une bombe sale. Avec les plus éminents connaisseurs des arsenaux mondiaux, les géopolitologues les plus réputés, Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur de 2007 à 2009, mais aussi des spécialistes du risque pour le nucléaire civil et du terrorisme international, ce documentaire tente de répondre à l'une des grandes questions de ces 60 dernières années. Le nucléaire nous mène-t-il à notre perte, à l'irrémédiable ? Tous les premiers mercredis du mois, à midi pile, la sirène hurle. Ou plus exactement, les quelques 4500 sirènes d'alarme qui quadrillent le territoire français. À l'origine, ces étranges objets prévenaient la population d'attaques aériennes durant la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, ces alarmes qui semblent totalement désuètes servent-elles encore à quelque chose? Sont-elles de simples souvenirs d'un passé révolu ou montent-elles encore la garde? Et pour nous prévenir de quoi? D'un danger soudain et imminent comme une attaque nucléaire? D'une alerte à la bombe sale, combinaison effroyable d'explosifs et de déchets radioactifs? Ou bien, plus simplement, d'un nuage toxique dû à la défaillance
d'un de nos 58 réacteurs nucléaires en activité. Si la France détient le record mondial de centrales par habitant, est-ce sans risque? La catastrophe ukrainienne de Tchernobyl en 1986 pourrait-elle se reproduire chez nous? Chaque centrale nucléaire peut évidemment entrer dans un scénario qui aboutit à une catastrophe. Alors, nous ne disons pas que ça se produit tous les 4 matins, ça se saurait évidemment. Il n'y a eu qu'un Tchernobyl pour le moment. Mais effectivement, et qui plus est avec le vieillissement des installations, la précarisation des salariés, le recours à la sous-traitance, eh bien on arrive très certainement dans les grands parcs nucléaires, États-Unis, France, Japon, Grande-Bretagne, à une situation plus accidentogène que jamais avec un vrai risque de catastrophe. Reste que nos réacteurs nucléaires actuellement en activité n'ont heureusement plus grand-chose en commun avec les réacteurs de première génération ukrainiens. La comparaison semble absurde. Quoique... Le risque maximal dans les centrales nucléaires, c'est l'équivalent de Tchernobyl, même si nos centrales sont différentes, même s'il y a cette fameuse enceinte de confinement, cette coque de béton qui enferme le réacteur. C'est vrai que dans certains scénarios, le nuage radioactif comparable à Tchernobyl reste enfermé dans cette cloche de béton, et tant mieux. Mais dans un certain nombre de scénarios, il peut y avoir des explosions d'hydrogène ou de vapeur qui font voler tout ça en éclats. Et à ce moment-là, le nuage radioactif est libéré et c'est la même chose que Tchernobyl à partir de la France ou de la Grande-Bretagne ou de l'Allemagne ou du Japon. C'est évidemment un scénario qui n'a pas une très grande chance d'arriver, si on peut dire, mais malheureusement, il peut se produire. En France, c'est l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui assure au nom de l'État le contrôle des installations et l'information des citoyens. Chaque centrale est visitée 15 à 20 fois par an. Dans les zones à risque, la distribution de comprimés d'iode est assurée pour éviter les cancers de la thyroïde s'il y avait une catastrophe. Il y a des campagnes de distribution de comprimés d'iode autour des centrales, et d'ailleurs il va y en avoir une en 2009, et on s'attache, et la SN est particulièrement vigilante, à ce que ces campagnes de distribution soient accompagnées de l'information maximale du public, de façon à ce qu'effectivement, si par malheur survenait un accident, eh bien que les populations ne soient pas prises au dépourvu et aient une information sur les bons gestes à avoir. Les distributions de pastilles d'iode n'ont qu'un seul objectif, c'est faire croire aux gens qu'ils sont protégés. C'est vraiment la poudre de perlimpinpin. Imaginez, vous n'êtes pas loin d'une catastrophe nucléaire, vous prenez votre petite pastille et vous êtes sauvé. C'est se moquer du monde. Si la catastrophe se produit, il n'y a rien qui pourra protéger les gens du nuage radioactif. Et pour ce qui est des consignes qui sont données, on a vu il y a 2 ans dans l'Est, à Cattenom, en Lorraine, il y a eu une rumeur qui a couru, comme quoi il y avait un accident nucléaire. De nos jours, en plus, avec les téléphones portables, les informations circulent à la vitesse grand V. Et ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse de toutes les préconisations. C'est-à-dire que les gens se sont précipités dans les écoles pour essayer de récupérer leurs enfants et s'échapper en voiture. Il y a même des enseignants qui ont été molestés parce qu'ils ne voulaient pas rendre les gamins à leurs parents. Et donc, on voit bien que si un véritable accident se produit, ça sera la panique. Et il n'y aura pas du tout le respect des consignes qui, de toute façon, il faut le redire, ne sauveront personne. En matière de sécurité civile, le Haut Comité français pour la défense civile prend en compte les menaces et les risques actuels et futurs. Parmi ces activités, l'information auprès du grand public des règles simples en cas d'accident ou d'attaque nucléaire. Je pense que c'est difficile d'acquérir une culture de sécurité civile si on ne vous l'enseigne pas. C'est-à-dire qu'on ne vous explique pas ni les risques, ni les menaces, ni les moyens de se protéger et comment la société réagit. C'est tout le concept de résilience qu'il faut développer, et qu'il faut développer depuis l'école jusque dans le monde professionnel. Ce qu'on appelle la notion de confinement, c'est-à-dire le fait d'être chez soi, enfermé, etc., bon, ce sont des choses qui sont assez simples à faire. Il suffit d'avoir un peu de scotch, on améliore sensiblement l'étanchéité de la maison. Bon, ce qui est important, c'est surtout d'avoir les bons comportements, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, où aller chercher l'information, avoir pensé à ces situations d'urgence avant, pour pouvoir les vivre, je dirais, le moins mal possible quand elles arrivent. Qu'à partir du moment où il y a une alerte, les populations sont invitées à se confiner. Se confiner, ça veut dire fermer les fenêtres, ça veut dire arrêter les ventilations,
Ça veut dire éventuellement se calfeutrer en essayant d'améliorer l'étanchéité des ouvertures. Et ça veut dire écouter la radio et avoir chez soi suffisamment, s'il y a des coupures d'électricité, des piles et des lumières ou des bougies. Ensuite, avoir de l'eau, avoir les médicaments, avoir également un petit pactage, si vous voulez, en cas d'évacuation, contenant le minimum nécessaire à la survie immédiate et surtout tout ce qui est médicaments, carte d'identité, etc., etc., un peu d'argent, de manière à pouvoir être évacué sur un centre si c'est nécessaire. Les Français sont peu informés des consignes de base à suivre. À l'opposé, pour les Suisses, il était obligatoire de posséder un abri anti-atomique dans leur jardin jusqu'en 2006. Entre ces deux extrêmes, les Américains et les Anglais. Effectivement, dans les pays anglo-saxons, vous trouvez ce concept de family kit qui est en gros un sac à dos avec tout ce qu'il faut dedans pour évacuer ou un sac à dos avec tout ce qu'il faut pour pouvoir, survivre 24 ou 48 heures sur site. Il faut se préparer au pire, mais le pire n'est pas le plus certain. Il faut avoir aussi une raison gardée. Le but, c'est pas de terroriser les populations en disant demain c'est l'apocalypse. Le but, c'est d'avoir des politiques de sécurité qui prennent en compte les risques et les menaces majeures pour avoir une gestion des conséquences des événements les meilleures possibles et avoir un retour à la normale pour minimiser les conséquences humaines, sociales, économiques et politiques de ces événements. C'est ça l'objectif. Mais le nucléaire civil français reste sous haute surveillance et rares sont heureusement les accidents à déplorer. Mais envisageons un scénario à la 11 septembre. Nos centrales s'avéreraient alors être de redoutables ennemis intérieurs. Aucune centrale nucléaire n'est prévue pour résister à ce genre de crash d'avion, de ligne, et y compris le nouveau réacteur français, le réacteur EPR, contrairement à ce que veulent bien nous dire les autorités françaises, Areva et EDF, ce réacteur n'est pas plus conçu que les précédents pour résister à ce genre de crash, et lorsque nous avons pu dégoter un document confidentiel défense issu d'EDF qui démontre la vulnérabilité du réacteur EPR face à ce genre de drame, eh bien, c'est la police politique, la DST, qui nous a été envoyée, des gardes à vue, des menaces, mais surtout pas, évidemment, de débat de société sur est-ce qu'on a encore le droit, après le 11 septembre 2001, de construire des réacteurs nucléaires qui ne résistent pas à un crash d'avion. C'est là que des solutions, suite au 11 septembre, ont été soigneusement élaborées. Entre autres, la possibilité de dérouter un avion à distance via les coordonnées GPS dont il a besoin pour naviguer. On décide alors des zones qui lui seront interdites. Ça, c'est si tout se passe bien. On a installé, un peu pour la galerie, des missiles aux abords des centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, on sait bien qu'on ne peut pas les protéger. Si des avions de ligne étaient détournés et se crachaient dans les centrales nucléaires, ça pourrait avoir des dégâts catastrophiques. Il faudrait quand même des gros avions avec suffisamment de carburant pour attaquer les structures en béton et arriver au cœur des réacteurs. Mais ça, c'est quelque chose, on n'a pour l'instant pas de parade. Un acte terroriste pourrait ainsi transformer une usine nucléaire civile, dont la fonction est tout simplement de fabriquer de l'électricité, en une véritable bombe nucléaire. Si le scénario semble peu probable, il est néanmoins réel. Mais en gardant l'association terrorisme nucléaire, l'autre risque particulièrement pris au sérieux au ministère de l'Intérieur est celui de la bombe sale. Explication. Ce que l'on peut craindre, c'est ce qu'on appelle une bombe sale. Et la bombe sale, c'est l'utilisation de matières radioactives qui ne demandent rien, que l'on peut mettre n'importe où, et à ce moment-là, qui représente effectivement un danger pour toutes les personnes qui pourraient être à proximité. Il y a beaucoup de sources radioactives. Il y en a un peu partout, dans les sociétés industrielles, on en utilise beaucoup dans les hôpitaux, on en utilise un peu partout. Donc c'est possible de récupérer ces éléments, c'est pas si simple parce qu'ils sont surveillés, ils sont recensés, mais ça c'est beaucoup plus à la portée d'un groupe terroriste. Vous mettez un système d'explosion classique, conventionnel, vous faites une bombe conventionnelle et vous mettez des éléments radioactifs dedans et ces éléments radioactifs vont se disséminer. On sait que des gens ont essayé de faire ça, des gens demain essaieront et probablement un jour quelqu'un réussira à le faire. C'est bien pour cela que tous les ans,
Plusieurs centaines d'exercices sont ainsi organisés pour les hauts fonctionnaires. Le but, apprendre à répondre dans l'urgence au pire scénario. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de filmer l'une de ces simulations en temps réel. Aujourd'hui, c'est la préfète du Haut-Rhin qui doit réagir à un attentat à la bombe sale dans le métro de Lyon. Dans une pièce, les maîtres du jeu qui vont faire évoluer le scénario, et dans l'autre, la police, la gendarmerie ou encore les pompiers qu'il faut coordonner dans le stress. Un jeu étrange et très sérieux. Ici, on parle d'attentats, de morts, de crises à enrayer. Les équipes de secours sont arrivées très rapidement sur place. Elles ont revêtu leur combinaison de protection et se sont engouffrées dans les bouches de métro. Des centaines de personnes sortent de la station et affluent sur place. Il y a présence de radioactivité, voilà, de contamination, confirmé. La radiation et contamination. Ça, Donc la politique, c'est quoi? Si on garde les gens dans la zone, Pour l'instant, on évacuera les plus graves et notamment plus particulièrement, il y a l'hôpital des Genettes de Lyon qui peut accueillir des victimes radiocontaminées, donc principalement vers cet établissement. Et sur place, on peut pas approcher quelque chose. Et sur place, on va décontaminer les plus légères et les plus graves sont évacuées le plus rapidement possible. Okay. Nous avons des scénarios tels que celui qui joue aujourd'hui, qui met en jeu l'explosion d'une bombe sale dans un réseau de transport. Nous avons un deuxième scénario qui concerne une attaque sur une centrale nucléaire. Nous avons un troisième scénario qui concerne l'utilisation de produits biologiques toxiques qui seraient répandus dans une ville. Et enfin, on a un quatrième scénario qui serait une attaque ou une explosion avec des produits chimiques dans un centre-ville et sur un réseau de transport. Rien ne sera épargné aux joueurs. L'entraînement à la tenue d'une conférence de presse est au programme. Là aussi, les réactions sont passées au crible. Alors il y a eu 3 explosions dans la station Pardieu, 2 explosions qui ont eu lieu en station, une en rame. On a décelé des éléments radioactifs dans les fumées qui ont été confinés pour l'instant dans la station Pardieu grâce au système d'aération qui a été immédiatement coupé. Ce qui fait que les gens, finalement, il y a des victimes sur place. On a 55 morts déjà sur place, mais liés à l'explosion plus que par la radioactivité. Il faut essayer de pas paniquer. Et puis nous, on n'est pas sur le terrain, quoi, donc il ne faut pas se mettre à la place des gens qui sont sur le terrain. Il faut essayer de prendre du recul. Dans les bureaux, on centralise l'information et on prend les décisions. Sur le terrain, ces exercices NRBC réquisitionnent les équipes d'intervention, mais version grandeur nature. Vous vous mettez au niveau de la BNP, droit dans la direction de mon bras, ok? Vous bougez pas, vous allez être pris en compte. Les événements du 11 septembre à New York, l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo, la pandémie de grippe A, autant d'événements dont s'inspirent les exercices NRBC qui se veulent des réponses à une multitude de scénarios catastrophiques. L'utilisation de moyens non conventionnels à des fins terroristes, souvent appelées armes de destruction massive par les anglo-saxons, est devenue une probabilité plus qu'un scénario de science-fiction. Et pour piloter l'action gouvernementale en cas de crise majeure, un nouveau centre interministériel de crise se construit en ce moment même sous la salle des fêtes du ministère de l'Intérieur. Ces images sont les seules que vous verrez de ce site stratégique de 600 mètres carrés, opérationnel pour décembre 2009. Coût du projet, 4,6 millions d'euros. Et à ce prix-là, ça fait aussi abri anti-atomique. Il aurait fallu faire vraiment une boîte hermétique avec aucun passage possible, même les réseaux, pour être efficace. Donc il y en a peut-être ailleurs. Si ce nouveau centre n'est pas un abri anti-atomique, c'est bien là que devront être résolues les prochaines catastrophes en tirant les leçons du passé. Étudier les scénarios catastrophes pour les anticiper, c'est également évaluer les risques d'attentats. Autrement dit, faire du renseignement pour éviter toute mauvaise surprise. Ça va, Moroso? On fait aller. Je te cache pas que le bus terminal me manque. Ouais, t'es où aujourd'hui? Sur les docks. Ah, les docks. Ouais. On a un chargement qui arrive justement de... C'est quoi? Éric Dénessé, ancien militaire, travaille aujourd'hui à découvert. Autrefois espion, il est depuis 9 ans directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Le pire des scénarios, c'est celui qu'on n'est pas capable d'imaginer.
parce que les services antiterroristes, les services de police, de sécurité civile font en permanence des tas de scénarios en essayant de se placer à la place des terroristes en disant qu'est-ce qu'ils pourraient nous inventer. Et ben je pense qu'à chaque fois qu'on fait ça, on essaie de trouver une idée d'attentat et du coup on bâtit une parade. Mais le scénario le pire, c'est bien sûr celui auquel on n'a pas pensé. Ok les gars, vous m'attendez ici, je vais me renseigner, voir où on en est. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de groupes qui, non pas cherchent, mais réfléchissent à la façon dont ils pourraient faire un attentat en utilisant des moyens nucléaires ou des moyens bactériologiques. Alors, de manière très claire, le terrorisme islamique y réfléchit. Al-Qaïda et l'ensemble de ses composantes, c'est-à-dire le GSPC en Algérie, le groupe islamiste combattant marocain au Maroc, et ainsi de suite, quand on va jusqu'au Pakistan, dans tous les pays, c'est une réflexion qu'ils mènent. De la même façon, dans les pays occidentaux, il y a un certain nombre de groupes qui luttent soit pour la cause écologiste, soit pour la cause des animaux, soit pour des causes anticapitalistes, qui se sont posé la question ou qui ont essayé au cours des années passées, de se procurer des substances ou radioactives ou bactériologiques ou des armes nucléaires pour essayer de faire des actions. Le risque terroriste, s'il est d'abord envisageable sous forme de bombes sales, comme tout le monde semble le craindre, pourrait, dans ces cas très particuliers, passer la vitesse supérieure. De l'explosif contenant des déchets radioactifs, nous serions alors confrontés à l'utilisation de véritables bombes nucléaires. خربانة يلا راح نلعب بالسيارة وكيف نقدر نبيعها؟ دائما في مين يشتري هي الخربة Il se développe aux États-Unis depuis le milieu des années 70 un activisme contre l'évolution de la société, alors que ce soit la vivisection, l'avortement, l'écologie, la consommation, les marques, la dérive de la société capitaliste. Et les plus virulents au sein de ces groupuscules activistes sont ceux qu'on appelle les éco-terroristes, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de manifester pour l'écologie, ils ne se contentent pas, comme les anti-OGM, comme les altermondialistes, de faire des manifestations violentes dans les villes. Ils ont véritablement organisé leurs groupes comme des groupes terroristes. Ils sont aujourd'hui sur la liste noire des organisations terroristes aux États-Unis et en Grande-Bretagne au même titre qu'Al-Qaïda. Et au début des années 80, l'un de leurs leaders avait planifié avec son groupe de voler dans l'arsenal nucléaire américain une bombe nucléaire tactique, c'est-à-dire de faible volume et on va dire de la taille d'Hiroshima, pour aller la mettre dans la faille de San Andreas, alors qui est la faille tectonique qui relie la Californie au reste du continent américain, et en espérant que l'explosion de cette bombe nucléaire dans la faille de San Andreas, au mieux décrocherait la Californie du continent américain, au pire déclencherait un tel tremblement de terre, un tel séisme, que ça ferait prendre conscience aux Américains qu'il faut arrêter de vivre comme on le fait au XXIe siècle et qu'il fallait revenir à des petites maisons en bois, faire attention à l'environnement, faire attention aux animaux. Donc on a affaire à des mouvements qui sont complètement délirants, complètement fous, qui sont armés jusqu'aux dents parce qu'aux États-Unis, malheureusement, la loi sur les armes permet à ces groupes d'être équipés d'explosifs, d'armements et ils ne se gênent pas pour le faire. Et ils sont dans une logique de guerre qui est absolument totale. Ils ont de vraies organisations pour soutenir leurs prisonniers de guerre. Ils veulent déstabiliser la société américaine. Dieu merci, ils n'y sont jamais arrivés, mais sur le plan du risque nucléaire, ces gens-là sont beaucoup plus dangereux qu'Al-Qaïda, parce qu'ils recrutent parmi les scientifiques, il y a des gens de très haut niveau parmi eux, qui bien sûr sont en désaccord avec l'évolution scientifique, et ils ont toutes les ressources intellectuelles, ils sont dans un pays où il y a justement des réserves d'armes nucléaires, ce qui finalement n'est pas le cas de Al-Qaïda et du terrorisme islamique actuel. Même dans cet état. Et plus s'il avait été impeccable. En résumé, c'est un très bon achat que vous avez fait là. Vous avez eu le nez. En parlant de nez, expliquez-nous comment cette charmante jeune dame a pu perdre une partie du sien. Alors là, je suis bien incapable de vous dire. Elle était comme ça quand je l'ai dénichée au milieu de toute la pagaille. Dénichée? Oui, je ne l'ai pas vue tout de suite tellement elle était sale. Elle était enfouie sous une montagne de cochonneries. Sur le coup, j'ai même cru que c'était des morceaux de plâtre. Vous savez, comme ces statues de jardin qu'on fait de nos jours. Des groupuscules terroristes qui essaieraient de mettre la main sur une arme nucléaire, il y en a quelques-uns.
Mais il pourrait y avoir encore plus simple, noyauter un pays qui possède déjà l'arme atomique. C'est la crainte justifiée de voir un jour les talibans prendre le contrôle de la seule puissance militaire nucléaire du monde musulman, le Pakistan, remettant ainsi en cause le fragile équilibre de la dissuasion nucléaire. C'est peut-être actuellement le risque le plus grave. C'est-à-dire que, non pas une organisation criminelle à proprement parler, mais que ces organisations extrémistes, fanatiques, que l'on voit actuellement plutôt dans la mouvance islamiste, qu'une de ces organisations prenne le pouvoir au Pakistan. Et là, ce serait une autre chose. C'est-à-dire qu'ils disposeraient à ce moment-là à la fois de tout l'appareil d'État, mais aussi de l'arsenal pakistanais. Ça, je crois que c'est un risque considérable. Je n'en sais rien. Disons que c'est un risque que l'on ne peut pas exclure et qui exige moins d'imagination que les autres possibilités. Posséder l'arme nucléaire, celle des grandes destructions massives, l'énergie de l'atome. Des effets destructeurs sans aucune mesure avec les dégâts des armes conventionnelles. Tellement puissantes que 2 explosions durant la Seconde Guerre mondiale ont imposé le système de la dissuasion, fondement de nos sociétés modernes. L'arme nucléaire va bouleverser la problématique guerre-paix de notre planète. L'équilibre de la terreur tiré de la fission atomique. Il y a 3 types d'armes nucléaires. Vous avez des armes nucléaires de première génération, des bombes A, disons. Ça repose sur un système qu'on appelle la fission. Donc vous avez des matières premières, c'est déjà difficile de s'en procurer. Il faut créer cette fission, la maîtriser, très complexe. Après, vous avez des armes nucléaires qui sont encore plus dangereuses, des bombes H. Bombe à neutrons est une variante de la bombe H. Ça fait 10, 100, 1000 fois plus de morts. Mais le problème de la bombe H, c'est qu'elle présuppose déjà d'avoir la technologie de la bombe A. C'est une mini-bombe A qui déclenche la réaction de la bombe H. Donc, dans les 2 cas, bombe A ou bombe H, c'est sûr qu'une bombe H sur Paris, c'est Paris rayé de la carte, des gens brûlés dans un rayon de 30 km, un effet de souffle, des dizaines de millions de morts. D'accord ? Donc c'est quelque chose d'absolument apocalyptique. Sauf que pour réussir une explosion avec une bombe H, que les gens comprennent, c'est pas une technologie qu'il faut maîtriser. C'est 3 ou 4 filières technologiques totalement différentes. Pourquoi des organismes terroristes ne peuvent pas faire ça si facilement ? Parce que des États qui ont des moyens étatiques colossaux, qui sont très riches, ont déjà les pires peines du monde pour franchir ce qu'on appelle le seuil nucléaire. Si un pays comme l'Iran, qui a des ressources pétrolières colossales, qui est immensément riche en milliards de dollars, approche du seuil, d'accord ? C'est donc que c'est très complexe, bien évidemment. Des moyens colossaux qui seront débloqués à la suite d'une lettre. Celle d'Albert Einstein, aux opinions pourtant pacifistes, adressée au président des États-Unis, lettre datée du 2 août 1939. Le physicien explique à Roosevelt que l'Allemagne nazie travaille à une bombe capable de libérer une énergie si colossale qu'elle pourrait détruire une ville entière. 12 jours plus tard, 2 milliards de dollars sont trouvés pour mettre au point et assembler la première bombe atomique au monde. Nom de code, le projet Manhattan. Scientifique chargé de mesurer l'intensité des explosions, J. Wechsler était à 15 km de la première explosion nucléaire de l'histoire. Ça commençait comme une explosion normale. Mais vous compreniez son incroyable ampleur en la voyant grandir, grandir. Elle restait très longtemps, interminable. Le nuage était tellement lumineux, c'était l'explosion la plus éblouissante qu'il m'ait été donné de voir. Des milliers de chercheurs, mis au secret, travailleront dans des laboratoires construits un peu partout aux États-Unis. Le plus célèbre, celui de Los Alamos, est dirigé par le physicien Robert Oppenheimer, à qui le directeur des essais, au premier test réussi, aurait glissé à l'oreille « À partir de maintenant, nous sommes tous des fils de pute ». Les Américains pensaient que l'invasion du Japon tuerait des centaines de milliers de soldats américains.
Au regard de ces éléments, ils ont considéré que l'usage de l'arme atomique était parfaitement justifié. Professeur d'histoire, Peter Kuznick pense que le gouvernement américain de l'époque a volontairement surévalué les pertes américaines pour une invasion du Japon, qui était de toute manière déjà prêt à abdiquer. Il n'y avait en fait aucune justification militaire. Les Japonais étaient sur le point de déposer les armes. Dans la matinée du 6 août 1945, le président Harry Truman, qui a succédé à Franklin Roosevelt, donne l'ordre de larguer une bombe atomique sur un objectif civil, la ville d'Hiroshima, avec pour objectif de faire capituler le Japon. L'armée américaine surnommera Little Boy la bombe pour Hiroshima, 3 jours plus tard. C'est Fat Boy qui visera Nagasaki. Toutes les deux explosent à 500 mètres d'altitude afin de maximiser leurs effets. Il faut savoir qu'une bombe atomique a un effet ponctuel sur une petite région. Quand on prend Hiroshima, qui est évidemment un élément malheureux, mais c'est 30 km de destruction d'immeubles, 70 000 morts immédiatement, environ 200 000 dans les 5 ans, et des morts essentiellement par l'effet de pression, par la chaleur. Au centre, c'est quelques millions de degrés, ce qui n'est pas rien. Et en fait, les gens qui sont décédés de chaleur ou d'explosion, de l'augmentation de la pression. Les effets des rayons qui terrorisent les gens, paradoxalement, c'est ce qui est le moins puissant, le moins toxique. Car on s'est rendu compte, évidemment, cette population irradiée a été étudiée jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un recul de 40 à 50 ans, on s'aperçoit certes d'une augmentation significative des cancers de cette population, mais très légère, pas différente de celle d'un fumeur, c'est-à-dire de l'ordre de 4 à 5% de plus de cancer. Donc la grande peur des gens des rayons est paradoxalement pas justifiée. Le traumatisme de l'humanité qui découvre la puissance nucléaire, le choc des images des populations irradiées, restent à tout jamais des représentations apocalyptiques. Une terreur telle que le nouvel ordre mondial qui naîtra au début de la guerre froide, avec ses nouveaux pays nucléaires comme l'Union soviétique et la France, sera tout simplement nommé équilibre de la terreur. La France dispose, avec sa dissuasion nucléaire, de la première des protections. Elle a été créée par le général de Gaulle pour cela, de façon à ce que nous ne soyons pas soumis à une sorte de chantage d'un pays qui disposerait de la force nucléaire. Et nous voyons avec la prolifération comment cet élément est devenu effectivement extrêmement utile et comment son évidence aujourd'hui est grande. Alors, bien entendu, cela peut relever d'un certain nombre de pays dont on ne sait pas exactement si la stabilité politique et les choix politiques de certains dirigeants dans l'avenir ne peuvent pas représenter une menace contre notre pays. Georges Le Gelt, ancien secrétaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, relativise, comme beaucoup de ses confrères, les pouvoirs de la dissuasion nucléaire. Cette théorie de la dissuasion ne tient aucun compte de tout ce qui peut être les passions humaines, que ce soit le fanatisme, que ce soit la haine, la peur, tout ça, on n'en tient pas compte, on suppose que tous les chefs d'État vont toujours agir de façon parfaitement rationnelle. Même dans les circonstances les plus difficiles. La question qui se pose, c'est d'abord, est-ce qu'on est sûr que tous les chefs d'État seront toujours des hommes raisonnables, que placés dans des circonstances extraordinairement difficiles, comme on a vu par exemple pendant la crise des fusées de Cuba en 1962, où on a été à deux doigts d'utiliser les armes, est-ce qu'ils vont avoir des réactions qui vont être des réactions de sang-froid et par conséquent continuer d'être parfaitement rationnels? Retour 40 ans en arrière.
Le 26 octobre 1962, lors d'un conseil de sécurité historique de l'ONU, l'ambassadeur américain interpelle sans ménagement l'ambassadeur russe sur la présence de missiles soviétiques à Cuba. Est-ce que vous niez le fait que les Russes sont en train d'installer des missiles à courte et moyenne portée à Cuba? Oui ou non? Je ne suis pas dans un tribunal, monsieur. Ce n'est pas mon procès et je ne répondrai pas à une question posée en des termes accusateurs. Mais les photos de surveillance aérienne prises depuis l'avion espion américain de modèle U-2 parlent d'elles-mêmes. Nikita Khrouchtchev et Fidel Castro jouent un pari dangereux. Ce qui a été connu sous le nom de la crise des missiles de Cuba a amené l'Union soviétique et les Américains au bord du conflit nucléaire, jusqu'à des limites jamais atteintes. Les conseillers militaires américains ont invité le président Kennedy à une frappe nucléaire sur l'île de Cuba. Mais au lieu de cela, le président a ordonné un blocus interdisant ainsi aux soviétiques l'accès à l'île de Cuba. Le monde, pendant ce temps-là, retenait son souffle. Finalement, les navires soviétiques ont rebroussé chemin sans avoir défié la stratégie américaine. Le secrétaire américain de l'époque, Dan Rusk, a prononcé cette fameuse citation aujourd'hui célèbre. « Nous nous regardons face à face, les autres se contentent de cligner des yeux. » Durant la phase la plus critique des missiles de Cuba, entre 1956 et 1962, nous aurions ainsi échappé à une guerre atomique à 11 reprises. Rentrez les mâts! Machine avant toute, assiette moins 15, plongée 900 mètres! Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Ma ESMU, HF rentrée, assiette moins 15 reçu! Exécution, machine avant toute! À gauche 10, route 205! À gauche 10! À gauche 10, route 205, affirmatif! Route 205, affirmatif! Cette théorie de la dissuasion suppose aussi qu'il n'y a jamais ni aucune défaillance technique, ni incident, ni accident, ni erreur dans l'interprétation de ce que veut faire celui qui est en face de vous. Ces ordres sont déjà périmés depuis 7 heures. J'attendais sagement qu'ils viennent au lieu de rendez-vous. Commandant. 100 mètres. Allure à 40 nœuds. Allure à 4-0. Demandez à l'ingénieur de pousser le réacteur au maximum de ses possibilités. On a été à plusieurs reprises à 2 doigts d'une guerre nucléaire qui aurait eu des conséquences totalement irréversibles. En novembre 1983, un officier soviétique a tout d'un coup aperçu sur son écran, là encore, vu sur son écran, des missiles qui se dirigeaient vers l'URSS, et il se trouve que cet officier a eu l'intelligence de penser que si les États-Unis lançaient une véritable offensive contre eux, ce ne serait pas avec 5 missiles. Or, il a vu sur son écran 5 missiles, il s'est dit non, il y en aurait beaucoup plus que ça. Du coup, il n'a pas donné l'alerte. En 1960, la dissuasion nucléaire est révolutionnée par les premiers sous-marins porteurs de missiles balistiques à charge nucléaire. Une arme devenue capitale dans les arsenaux, indispensable dans la politique de dissuasion, parce que indétectable en mer. Le sous-marin est devenu, par excellence, l'arme dite de seconde frappe. Autrement dit, si vous rayez un pays nucléaire de la carte, il lui restera toujours un sous-marin quelque part pour vous rendre l'appareil. Même anéanti sur son territoire, l'agressé peut répliquer, si bien que les avantages d'être l'agresseur sont quasi nuls. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon militaire et politique, le principe MAD. Face au risque d'emballement général, le MAD, sorte d'épée de Damoclès, a généré 2 doctrines en matière de stratégie nucléaire. La doctrine Dulles, ou stratégie apocalyptique des représailles massives, et la doctrine McNamara, dite de la riposte graduée. L'apocalypse au sens où vous le présentez, c'est-à-dire une destruction du globe, dans le fond total,
il faudrait tellement de bombes partant à chaque endroit, il faudrait tellement de moyens, c'est impensable. L'élément important, c'est que à partir du moment où même un seul missile est lancé, je crois qu'on ne sait plus ce qui va se passer. S'il s'agissait d'un missile isolé, et même s'il explosait, on peut imaginer que, par exemple, les deux chefs d'État, là, communiquent et qui finissent par se dire, bon, bah, c'est vrai, ça va faire des dégâts considérables, mais si vous répondez, là, on va tous y passer. Et si on était agressé, on ne réagirait pas massivement, mais progressivement, de façon graduelle, de telle façon à pouvoir lancer parallèlement, évidemment, les discussions, les diplomates, pour essayer de s'arranger. Parce que sinon, évidemment, la fin serait pour les deux, l'agresseur et l'agressé, serait terrible et aucun intérêt. Господин президент, надо смотреть правде в глаза. Применить ядерное оружие против Америки – это шаг на пути к взаимному уничтожению. Но они думают, что мы уже это сделали. А что нам теперь? Сидеть и ждать, пока они нас и уничтожат? Я не могу остановить то, что я начал. Monsieur le Président, vous devriez envisager Snapcount. Ce qui impliquerait que nous serons prêts à raser leur site de missiles terrestres par une attaque nucléaire massive. Trouver et anéantir leurs sous-marins. Détruire tous leurs appareils se trouvant encore au sol et mobiliser notre aviation afin de descendre ceux qui auraient déjà pris l'air. Le meilleur des scénarios. David? Oui. Je dirais... On met Nemerov dans un beau pétrin. Il se retrouve avec, au mieux, quelques centaines de missiles. Ceux qu'on n'a jamais trouvés. Les modèles, les plus petits, plus mobiles, à trajectoire incertaine. Le seul usage qu'il peut en faire, c'est sur nos villes. Mais il sait avec une absolue certitude que ça impliquerait une riposte instantanée sur les siennes. En pleine guerre froide, c'est-à-dire entre 1947 et 1991, les deux superpuissances et leurs alliés ont joué avec le feu à 14 reprises. 14 guerres nucléaires tout juste évitées suite à des fausses alertes, des erreurs humaines ou informatiques. Il faut attendre la politique de Gorbatchev en 1985 pour entamer la nouvelle détente qui aboutira à la dissolution du pacte de Varsovie et, plus symboliquement, à la chute du mur de Berlin en 1989. La RDA a accepté de faire ce que l'Ouest exigeait depuis plus d'une génération. Après la chute du mur de Berlin, le gouvernement a annoncé la tenue d'élections démocratiques. Depuis 1945, il y a eu beaucoup de conflits, tout le monde le sait, parfois liés à la guerre froide, et depuis la fin de la chute du mur de Berlin, après tout, c'est ça qui aurait dû pacifier la planète. On a parlé de nouvel ordre mondial. Et c'est, depuis 1991, 3 à 4 fois plus de conflits entre 1991 et 2009 qu'entre 1945 et 1991. Au début des années 90, il y a encore 25 000 ogives dans le monde, dont une dizaine de milliers sont opérationnels, c'est-à-dire équipent des missiles qui pourraient être mis à feu dans les minutes qui suivent. Et ces 25 000 ogives représentent une capacité de destruction qui est égale à celle d'environ 2 tonnes de dynamite pour chaque être humain. Par conséquent, si elles étaient toutes utilisées, je pense qu'il resterait peu de monde pour raconter la suite de l'histoire. Seulement voilà, avec la fin de la guerre froide, c'est le début de la prolifération. Si la quasi-totalité des États, 188 sur 191, ont justement signé le traité de non-prolifération, son contrôle est pour le moins aléatoire. Le comble, c'est que les 5 pays qui possèdent officiellement la bombe n'ont pas le droit de divulguer leur savoir-faire. Mais en revanche, ils ne se gênent pas pour vendre les technologies du nucléaire civil. Sachant que lorsque l'on sait enrichir l'uranium à des fins civiles, on a résolu la principale difficulté pour concevoir l'arme atomique, l'hypocrisie est sans borne. D'ailleurs, même en restant dans le nucléaire civil, une centrale produit, quoi qu'il arrive, des déchets radioactifs réutilisables pour faire une bombe.
et en l'occurrence, une bombe dite sale. Rappelez-vous la principale crainte que nous exposait Madame Alliot-Marie au ministère de l'Intérieur. Au moment où le communisme s'est effondré, il y avait 7 pays à l'époque qui avaient des armes nucléaires. Depuis, il s'est ajouté le Pakistan, la Corée du Nord, ce qui fait qu'on est aujourd'hui à 9. Et là, à chaque fois bien entendu, à chaque fois qu'on augmente le nombre de centres de décision, on augmente aussi les risques qu'il se passe quelque chose de très grave. Ceux qui possèdent des têtes nucléaires, donc les Américains, 5000 têtes peut-être actives, les Russes, 7000 têtes, la France, 380 têtes, le président, je crois, voudrait les réduire à 300, parce qu'il faut les entretenir, les changer régulièrement, parce qu'elles vieillissent, elles sont moins efficaces. La Grande-Bretagne en a 200, ensuite on a les Chinois, 300, l'Inde, le Pakistan, 50 chacun, et les Israéliens, probablement 100. Entre les pays détenteurs de la bombe et signataires du traité de non-prolifération, les pays détenteurs, mais qui n'ont pas signé le TNP, les pays possédant un programme d'acquisition, ceux soupçonnés d'un développement en cours, comme l'Iran, le Brésil, l'Algérie, l'Arabie Saoudite ou la Syrie, la carte internationale est de plus en plus confuse. Certains analystes voient dans la prolifération nucléaire un effet stabilisateur. Depuis par exemple que l'Inde et le Pakistan possèdent tous deux la bombe, les conflits territoriaux ont diminué d'intensité. Pour d'autres, cette même prolifération, en mettant tous les pays sur un même pied d'égalité, permet de nouveaux chantages, illustrés par les menaces de la Corée du Nord. Dernière analyse, la prolifération transformerait la Terre en une véritable poudrière. La question du risque d'embrasement général, les probabilités sont faibles. Elles existent, mais elles sont relativement limitées. C'est pas totalement exclu. Mais il faudrait qu'il y ait un glissement. Ce glissement, il n'est pas certain d'ailleurs que la crise financière que nous vivions aujourd'hui écarte ce genre de risque. On se rend compte qu'on ne peut pas continuer dans cette voie-là. Quelle est l'issue? Vraisemblablement un protectionnisme, tôt ou tard. Le peuple chinois, qui a toujours eu un complexe de supériorité, a été dominé, écrasé par l'Occident, littéralement, balayé par l'arrivée du monde moderne au début du XXe siècle. Il s'est refait progressivement, ça a été extrêmement pénible. Et ces Chinois qui ont travaillé dur pour acclimater le monde moderne et gagner une place au soleil, finalement, gagner un niveau de vie relativement correct, d'un seul coup, ils ont l'impression, ou ils auront l'impression demain, qu'alors que ça fonctionne, que ça marche pour eux et qu'ils ont l'espoir d'arriver, de rattraper, ou en tout cas d'égaler le niveau de vie occidental, on va leur tirer le tapis sous les pieds. Donc il va y avoir une réaction irrationnelle, extrêmement violente de la part du peuple et des dirigeants chinois d'hypernationalisme. Donc ce pays qui est déjà hypernationaliste, c'est une hypothèse, ce n'est pas nécessairement ce qui va se produire, mais comme je crois que le protectionnisme est relativement inévitable, que les marchés vont se fermer et que l'essentiel de l'économie chinoise est dirigé vers l'exportation, là on voit bien qu'il y a une source de conflit et que ça peut dégénérer. Des tensions entre la Chine et les États-Unis qui se focalisent autour d'une île, Taïwan. D'un côté, la Chine revendique Taïwan et refuse toute proclamation d'indépendance. De l'autre, les États-Unis soutiennent économiquement et militairement l'île. Entre eux deux, les Taïwanais assistent aux démonstrations de force de la Chine populaire, menaces, tirs de missiles, et de l'autre, la 7e flotte américaine assure qu'elle ne laissera pas l'île être récupérée par le gouvernement de Pékin. Si le protectionnisme, cette hypothèse, se développe, les relations vont se tendre entre la Chine et le reste du monde, et d'abord avec les États-Unis, premier marché chinois, premier marché pour la Chine, et donc ça peut précipiter un conflit armé. Oui, c'est possible. Ce qui est certain, c'est que la Chine, si les marchés devaient se fermer à l'extérieur, la Chine connaîtrait une poussée de nationalisme très forte. Donc Taïwan deviendrait un enjeu encore plus important, exacerbé, si vous voulez, aux yeux des Chinois. Là, peut-être que l'arme nucléaire gèle la situation. Mais bon, on n'est pas si sûr qu'elle puisse fonctionner. Non loin de là, c'est la Corée du Nord qui multiplie les provocations à coups d'essais nucléaires et de tirs de missiles. Au pouvoir depuis 1984, Kim Jong-il, malgré les condamnations de l'ONU, poursuit sa quête dans l'élaboration de l'arme absolue.
Une politique de l'épouvante. C'est ainsi que les Occidentaux qualifient l'attitude de la Corée du Nord. La provocation apparaît comme le moyen d'essayer de faire monter les enchères et de donner plus d'importance que la Corée du Nord en réalité n'en a. Sans cette menace nucléaire ou balistique, la Corée du Nord est un État totalement failli économiquement, qui ne pèse rien sur la scène internationale et qui donc a très très peu de marge d'influence. Depuis 20 ans, le dictateur coréen tient tête aux États-Unis, menace ses voisins du Sud selon sa théorie de la diplomatie militariste. Une étrange communication externe qui joue un rôle essentiel dans la politique intérieure du pays. Le président Kim Jong-il a été très malade au cours de l'été 2008. Il a subi 2 attaques cérébrales et certains s'interrogent sur sa capacité à se maintenir au pouvoir ou à imposer en tout cas un processus de transition qui déboucherait sur l'intronisation en quelque sorte de l'un de ses fils. Et on sait qu'il y a des oppositions à ce scénario et donc procéder à un essai nucléaire ou à des tirs de missiles balistiques, c'est un moyen en quelque sorte de réaffirmer sa puissance auprès de sa propre population et auprès des militaires les plus nationalistes qui sont également présents en Corée du Nord. Des militaires nationalistes qui ne voient pas pourquoi le traité de non-prolifération nucléaire autorise les 5 États qui avaient déjà la bombe en 1967, américains, soviétiques, chinois, britanniques et français, à conserver leur savoir-faire, mais interdit aux autres de l'obtenir. La Corée du Nord elle-même se demande pourquoi on a accepté la nucléarisation de l'Inde et du Pakistan et qu'on n'accepterait pas dans le cas de la Corée du Nord. Donc ça veut dire que face à des pays qui ont déjà des ambitions en matière nucléaire, et je pense notamment à l'Iran, eh bien évidemment la position des pays occidentaux, des États-Unis ou d'autres serait beaucoup moins solide si d'un côté on laisse faire ce qui se passe en Corée du Nord et que d'autres on est beaucoup plus ferme sur la question iranienne. On attend de voir un peu ce qui se passe. Le Conseil de sécurité se réunit, aboutit à des sanctions qui n'ont pas des effets massifs. Personne, pour le moment, n'envisage véritablement une action militaire contre la Corée du Nord ou des frappes préventives éventuellement. Si la prolifération nucléaire semble aujourd'hui inexorable, il est bien sûr hors de question pour les pays qui la possèdent déjà de perdre leur avance. Le 12 février 2009, la France lançait ainsi 2 satellites militaires du projet Spiral pour système préparatoire infrarouge pour l'alerte. Objectif, la détection depuis l'espace des tirs de missiles balistiques. D'ici 2020, l'Hexagone compte bien rejoindre les États-Unis et la Russie, seul pays doté aujourd'hui d'une telle capacité d'alerte avancée. Un système antimissile qui permettra de surveiller des pays comme l'Iran et la Corée du Nord. La lutte contre la prolifération nucléaire ne fait que commencer. Oui, la guerre des étoiles aura bien lieu.